Alors, suite du chapitre sur les synthèses, on va voir là dans cette suite comment un chimiste peut intervenir pour contrôler, améliorer les procédés de synthèse, et puis quelle stratégie il peut mettre en œuvre pour synthétiser une molécule particulière. On commence par les contrôles. Alors, un chimiste va vouloir, notamment dans l'industrie, va vouloir contrôler certains éléments de sa synthèse pour améliorer l'efficacité de son procédé. Notamment, il sera intéressé par augmenter la vitesse de production de la molécule synthétisée, et puis il peut aussi viser à augmenter le rendement de son procédé. Alors, on va voir comment il ne faut pas confondre les deux types de contrôle. Il y a des paramètres qui permettent d'augmenter la vitesse, d'autres qui permettent d'augmenter le rendement, mais il ne faut pas confondre les deux. On commence par la vitesse. Là, on va revenir sur ce qu'on avait vu sur le chapitre sur les vitesses de réaction. Il va falloir influencer la synthèse grâce à des facteurs cinétiques les plus favorables possibles pour augmenter la vitesse. Donc on peut penser à l'augmentation de la température. C'est pour ça que généralement quand on fait une synthèse, on chauffe. Ici, avec un montage de chauffage à reflux, on va chauffer le mélange réactionnel, ça permettra à la réaction de se produire plus rapidement. Évidemment, le fait de chauffer pourrait créer des vapeurs qui amèneraient à des pertes de produits ou de réactifs, donc on surmonte le ballon d'un réfrigérant de manière à ne pas perdre les vapeurs, de manière à ce qu'elles soient recondensées, et puis qu'elles retombent dans le ballon. Donc ça, c'est l'utilisation du facteur cinétique température. On peut aussi utiliser le facteur cinétique concentration des réactifs. Plus les réactifs qu'on va mettre dans le mélange réactionnel seront concentrés, et plus la réaction sera rapide. Donc voilà, le chimiste, déjà, pour augmenter la vitesse, il peut jouer sur ces facteurs-là. Il peut évidemment utiliser un catalyseur, ce qui est fait dans la plupart des synthèses. Ça, c'était pour l'augmentation de la vitesse. Pour l'augmentation du rendement, c'est un petit peu plus compliqué parce que le rendement, en fait, il est déterminé par la nature de la réaction qu'on utilise. Si la réaction est totale, le rendement sera a priori de 100%, sauf perte expérimentale, mauvaise manipulation, etc. Mais si on s'appuie sur une réaction qui est totale, on se dirige vers un rendement qui pourrait être au maximum de 100%. En revanche, si on s'appuie sur une réaction qui est un équilibre, et c'est assez fréquent, notamment en chimie organique, alors à ce moment-là, on va être limité par le taux d'avancement particulier de la réaction, qui s'exprime à travers le fait que le quotient de réaction du système devra à l'équilibre atteindre la valeur K, mais tant que ce quotient de réaction n'a pas atteint la valeur K, donc le système continue à réagir, mais au bout d'un moment, il va s'arrêter, alors même qu'il restera encore des réactifs, mais ça sera simplement la fin de la réaction. Donc là, comment un chimiste peut intervenir pour améliorer le rendement alors que il restera des réactifs encore dans le mélange réactionnel, mais qui ne pourront plus réagir parce que QR aura atteint la valeur de K, plusieurs procédés peuvent être mis en œuvre. On peut ajouter un excès volontaire d'un réactif, c'est-à-dire s'écarter du mélange stoichiométrique, mettre un grand excès d'un réactif, et je vais expliquer pourquoi ça va augmenter le rendement, ou on peut de la même manière éliminer au fur et à mesure qu'il se produit le produit qui nous intéresse, de manière à aussi augmenter le rendement. Alors je commence avec l'ajout en excès d'un réactif. Si des deux réactifs A et B, l'un est déjà proche de la molécule qu'on cherche à obtenir, et l'autre est un réactif très quelconque qui coûte pas grand chose, on va pouvoir en mettre une très grosse quantité, de manière à ce que son activité soit la plus forte possible. À ce moment-là, l'équilibre chimique va être déplacé dans le sens de la production des produits parce qu'on aura volontairement mis une grande quantité initiale de réactifs. On va donc faire tendre QR, on va volontairement faire baisser QR en mettant une grande quantité de B, et QR va devoir réaugmenter pour se rapprocher de K. Et donc, comment QR va faire pour augmenter et se rapprocher de K, il va falloir qu'il reproduise à nouveau des produits C et D. Donc on va augmenter le taux de production de C et de D, donc le rendement. C'est la même chose si on élimine le produit au fur et à mesure qui se fait. Si au fur et à mesure que j'obtiens du C, je l'enlève du mélange réactionnel, alors l'activité de C va diminuer,
Donc QR va baisser et QR va devoir réaugmenter pour rejoindre la valeur de K. Et de la même manière, on va dire qu'on va déplacer l'équilibre chimique dans le sens direct. Donc là, c'est ce que permet ce procédé qui s'appelle le montage de Dean-Stark, qui permet d'éliminer un des produits, C ou D, pourvu qu'il soit plus volatile que les autres espèces chimiques. Donc, il s'évapore, il se recondense, et puis en se condensant, on le fait tomber dans l'air laid meilleur qui est là. Du coup, il est éliminé du mélange réactionnel, et petit à petit, le mélange réactionnel, il va toujours évoluer dans le sens de produire du C, parce qu'il n'y en aura jamais assez pour que QR atteigne la valeur de K. Et comme ça, on peut déplacer indéfiniment l'équilibre, indéfiniment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réactif. Voilà, ça c'était le contrôle que peut apporter un chimiste sur l'amélioration de la vitesse ou l'amélioration du rendement. On parle maintenant des stratégies. Alors les stratégies, en fait, elles vont s'appuyer sur des réactions chimiques. Avec ce qu'on a déjà vu dans l'année, vous en connaissez certaines. Ces réactions chimiques peuvent être des réactions d'oxydoréduction, on a déjà vu ce que ça donnait, des réactions acido-basiques, pareil, on a déjà vu ce que ça donnait, mais il n'y a évidemment pas que ce type de réaction qui existe, on va en voir d'autres. On va parler des réactions d'addition pour commencer. Donc on va parler d'une réaction d'addition lorsque tous les atomes des réactifs qui réagissent ensemble se retrouvent dans une même molécule produit. Donc pour que ce soit le cas, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle une insaturation dans un des réactifs de départ, c'est-à-dire la possibilité de faire des liaisons supplémentaires. C'est le cas par exemple avec une double liaison, parce que cette double liaison peut se briser pour qu'on puisse venir faire de nouvelles liaisons. C'est ce qui est fait ici, voilà, on part d'une molécule qui est un alcène, et puis on vient additionner une molécule d'eau, et du coup on va obtenir un alcool, c'est-à-dire une molécule qui a des propriétés différentes, et cette réaction d'addition peut constituer une étape dans la synthèse qu'on veut faire. Réaction d'élimination, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que on va partir d'une molécule, c'est-à-dire donc l'inverse, on va partir d'une molécule unique et on va détacher deux morceaux, deux molécules qui vont être les produits. Donc ici, une molécule de départ qui est l'éthanol, un alcool, et puis par un procédé là qui n'est pas détaillé, un tout petit peu, on voit qu'il faut se mettre en catalyse, il faut utiliser un catalyseur acide, on va obtenir un alcène et une molécule d'eau. On dit qu'on a déshydraté l'alcool, et en déshydratant un alcool, on peut obtenir un alcène. Et ce type de réaction, donc les éliminations, peuvent aussi constituer des étapes de synthèse. Des réactions de substitution également peuvent être utilisées. Donc, substitution, c'est quand on va remplacer un atome ou un groupe d'atomes par un autre. Ici, par exemple, vous aviez une molécule qui était un alcool, donc avec son groupe caractéristique hydroxyle OH. Eh bien, on va remplacer l'OH par un chlore. Donc, on fait réagir avec du chlorure d'hydrogène. Le chlore vient remplacer l'OH. Donc, on se retrouve avec un halogénoalcane, chloro, en l'occurrence un chloroalcane. Et puis, le H du HCl plus le OH du groupe hydroxyle vont former une molécule d'eau. Voilà, ça pareil, ça peut constituer une étape dans des synthèses plus complexes, comportant plus d'étapes. Dernier type, alors qui n'est pas vraiment une réaction, mais dernier type de stratégie qui peut être mis en œuvre, c'est ce qu'on appelle la protection ou la déprotection de fonctions. Alors, pour que ce soit pas trop compliqué à comprendre, on voit ça sur un exemple. Voici une molécule de départ, qui est donc le réactif de départ, qui possède deux fonctions particulières. La fonction cétone qu'on a ici en haut, et la fonction ester qu'on a en dessous en bas. Si on fait rien, si on le fait réagir avec un réducteur de type LiAlH4, qui est un réducteur assez utilisé en chimie organique, on va transformer simultanément les deux fonctions. La fonction cétone va devenir une fonction alcool, et la fonction ester va aussi devenir une fonction alcool. Si on voulait le faire que sur une des deux fonctions, on peut utiliser la stratégie de protection. Donc on utilise un groupement d'atomes qui est protecteur, qu'on vient ici déposer sur la fonction cétone. Du coup la fonction cétone est protégée, la fonction ester par contre ne l'est pas. On fait réagir ensuite LiAlH4, donc le réducteur comme précédemment, mais il ne peut réagir que sur une fonction, c'est celle qui est encore libre, celle qui est protégée est protégée, et puis ensuite on procède à la déprotection, c'est-à-dire on enlève le groupe d'atomes qui venait protéger la fonction cétone, et finalement il n'y a que le groupement ester qui a été transformé, et le groupement ester, lui, le groupement cétone, lui, est resté intact.
Donc protection des protections, ça peut faire partie des stratégies dans des synthèses à étapes. Voilà, dernière chose qui n'a pas vraiment à voir avec ce qu'on a dit précédemment, mais c'est que la chimie évolue. Hein, la chimie se tourne vers des procédés plus éthiques, donc éthiques sur le plan notamment environnemental, pour réduire l'impact environnemental. Donc ça passe par exemple l'utilisation de solvants non organiques, parce que les solvants organiques malheureusement ce sont des déchets qui sont difficiles à retraiter. C'est le cas par exemple des peintures, on va dire sur les 20 dernières années, les peintures sont largement passées de peintures qui utilisaient des solvants organiques à des peintures maintenant qui utilisent simplement l'eau comme solvant. Voilà. Donc ça a un aspect pratique, par exemple quand on veut nettoyer les outils, on passe simplement les outils, donc le pinceau sous un robinet d'eau, alors qu'avec les solvants organiques, avant il fallait acheter un produit spécifique, le white spirit, qui permettait de diluer, de dissoudre ces peintures pour nettoyer les outils. Voilà, donc il y a un aspect pratique, puis un aspect environnemental. Ensuite, dans la partie éthique, il y a aussi essayer de valoriser des choses qui sont des sous-produits, mais qui pourraient quand même servir à quelque chose. Donc par exemple, valorisation du dioxyde de carbone, plutôt qu'il se retrouve dans l'atmosphère et qu'il vienne augmenter l'effet de serre, on peut essayer de récupérer ce dioxyde de carbone pour l'utiliser dans d'autres transformations chimiques. Et puis, le choix de stratégie, hein, quand il y a plusieurs manières d'arriver au même produit, on peut essayer de choisir davantage les méthodes qui utilisent des réactifs moins nocifs, plutôt que, comme ça se passe souvent quand même dans l'industrie, les méthodes qui reviennent le moins cher. Voilà.